tous. Excusez-nous pour le contretemps informatique. Donc, je vous remercie d'être présent aux archives départementales à l'occasion des Journées du patrimoine. Donc, bienvenue dans cette conférence qui n'était pas initialement prévue lors du cycle de conférences qui accompagne l'exposition Prendre soin sur les hôpitaux dans l'Oise. Entre-temps, depuis l'inauguration de cette exposition qui a eu lieu en novembre 2016, l'Hospice Condé, enfin la Fondation Condé qui gère l'établissement, a fait confiance aux archives départementales pour conserver les archives de cet établissement fondé sous l'Ancien Régime. Et donc, à cette occasion, pour célébrer cet événement, le docteur Panier, à mes côtés, a accepté de présenter ses recherches sur l'Hospice Condé et sur la Charité de Senlis, un établissement qu'il a par ailleurs étudié et dont nous présentons quelques documents aussi en salle d'exposition. Donc, pour présenter rapidement M. Panier, donc, il a un parcours tout à fait intéressant pour nous aujourd'hui, puisqu'il a une formation de médecin, il est médecin honoraire des hôpitaux généraux, mais il a également une formation d'historien. Donc qui mieux qu'un médecin historien pour parler de l'histoire des hôpitaux. Donc je vais tout de suite lui laisser la parole, puisqu'on a déjà perdu assez de temps. Donc, merci M. Panier d'être à nos côtés, et je vous laisse donc vous exprimer. Je vous remercie donc de votre accueil et je vais essayer de vous montrer si réellement la Charité Senlis et l'Hospice Condé ont été des précurseurs dans leur domaine, c'est-à-dire la psychiatrie moderne et la gériatrie. Toutes les recherches sont basées sur pour la Charité, sur les archives hospitalières de Senlis, en grande partie en dépôt ici aux archives départementales. Quant à l'Hospice Condé, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir regarder les archives qui étaient l'hiver dernier en dépôt au centre gériatrique Condé et qui sont maintenant qui ont été transférées ici aux archives départementales. Nous commençons par la Charité, et comme toute institution religieuse, il faut un donateur pour qu'elle soit créée. Il s'agit ici d'un prêtre, le Jacques Joly, qui lègue ses biens devant notaire à la Charité le 5 janvier 1647. Il cède donc ses biens à l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu en espérant, en leur demandant qu'ils construisent un hôpital à Senlis et il espérait y terminer ses jours. Or, ce souhait n'a pu être exécuté car le prêtre est décédé le 20 octobre 1562 et l'hôpital n'a ouvert que, après des péripéties sur lesquelles nous n'en reviendrons pas, mais peut-être vous pouvez répondre aux questions, n'a ouvert que 23 ans après, c'est-à-dire le 27 mars 1670. Alors, grâce à leur bonne réputation et grâce à leur bonne gestion, les religieux se sont livrés à une politique active d'acquisition et de construction de bâtiments. Alors, on ne va pas passer en détail, on va montrer la situation peut-être. Voilà. Alors là, on saute un siècle, nous sommes en 1765, et la rue Royale, qui figure sous forme d'une traînée jaune, est ouverte. La rue Royale était pour désencombrer les embouteillages que provoquait la traversée de Senlis. C'est actuellement la rue de la République et c'est la traversée senlisienne de la nationale Paris-Lille. Or, on voit voilà, ici le bâtiment qui construit avec deux ouvertures. Alors, cette rue-là est la rue Sainte-Geneviève. Actuellement, c'est la rue Meaux, et là, elle a été débaptisée, elle est la rue de la Charité. Donc, vous avez un bâtiment important avec ouverture sur cour. Et ensuite, voilà, ensuite, en suivant, la chapelle. Et un autre bâtiment, ici, réservé à l'hospitalisation, avec, il n'est pas encore fait, mais un retour sur, alors cette rue, et l'ancienne rue des Cordeliers, qui est maintenant la rue du Temple. Et alors, l'ouverture de cette voie ampute une partie du jardin des religieux et sépare deux autres jardins de leur propriété. Et
les religieux achètent donc ces deux jardins en 1754 et en 1764 pour continuer leur progression. On n'a pas le compte 1764. Non, il y a juste le plan B. Voilà, ici c'est une vue de Senlis. Il vous montre là, ici la Charité, qui est voilà. Avec le bâtiment tout. Donc, qui est installé, si vous connaissez Senlis, entre l'enceinte gallo-romaine et l'enceinte de Publius. Ah bon? Bon, alors, on va revenir sur le plan de 1765. Donc, ayant acquis tout ce terrain, ainsi le quadrilatère est constitué. Il va y avoir une nouvelle construction qui va ouvrir l'hôpital définitivement sur la rue Royale. C'est le bâtiment neuf, le bâtiment conventuel, dans lequel les religieux avaient leur champ, et aussi un hôpital militaire de 25. Bien, alors, on va bâtiment conventuel, infirmerie 1706, chapelle 1706, reconstruite en 1715-1717, et enfin ce long bâtiment-là, qui a été construit en 10 ans, et terminé dans les années 1752-1755, qui est l'asile. Alors pourquoi l'asile? Parce que les religieux de Saint-Jean-de-Dieu soignaient deux types de malades. Dans l'infirmerie, les pauvres de la région de Senlis soignaient gratuitement, ou les pauvres passants, et des aliénés. D'où ce service. Pourquoi les aliénés? Parce que leur saint patron, Saint Jean de Dieu, en janvier 1539, a fait un grand délire mystique qui a risqué de mettre sa vie en danger, et il a été hospitalisé à Grenade, voilà, où il habitait, et il a subi le sort des aliénés de l'époque, c'est-à-dire le cachot et les coups de bâton. Il a eu la révélation: je soignerai les pauvres malades et ceux qui ont perdu la raison. Et ce vœu a été exaucé et continué, et encore continué actuellement. On peut dire que la psychiatrie a connu son époque de gloire au début du XIXe siècle, mais que le fondateur est Jean de Dieu, en ce sens qu'il a interdit, il a supprimé le système carcéral, il a interdit les châtiments corporels, et il a considéré que les aliénés étaient des malades, qu'il fallait traiter avec un espoir de guérison. Et sous l'Ancien Régime, l'ordre avait 9 maisons sur 32 qui recevaient des aliénés. La plus importante à Charenton, créée en 1740, qui recevait 120 aliénés. On verra tout à l'heure, à Senlis, on a vu jusqu'à presque 80. Alors, les aliénés sont appelés pensionnaires. Pourquoi? Parce que les familles versaient une pension pour l'entretien, leur entretien. Alors, il y a eu aussi des ecclésiastiques et c'était diocèse. Il y a eu aussi des militaires, c'était le trésor de guerre du roi. Et pour respecter le secret médical, les patients changeaient de nom. C'est-à-dire que M. Dupont, tout le temps de l'hospitalisation, était François, M. Lheureux était Jules, et tout ça pendant une durée de façon que le secret médical soit préservé. Alors, innovation également. Avant, on était pêle-mêle tous les aliénés, qu'ils soient agités ou pas agités. Là, il y a trois secteurs. La force, parce qu'il est démontré qu'un malade mental agité doit être isolé de façon d'éviter les causes d'aggravation, les causes extérieures d'aggravation. Et éviter également qu'il se livre à des violences à l'égard de son entourage. Donc il faut aussi que ces hôpitaux qui reçoivent des aliénés aient des locaux prêts à les recevoir, c'est-à-dire des chambres isolées, de façon que c'est plus un des traitements. Donc il y a une maison de force. La maison de force, la maison de force est
tout ce bâtiment. Il y a eu jusqu'à 38 chambres. Ensuite, il y avait un deuxième secteur, qui sont les semi-libertés, qui réservés aux aliénés calmes, donc ils avaient le droit de sortir dans le jardin. Et enfin, dernier secteur, qui est liberté, pour les convalescents, qui avaient leur chambre dans le bâtiment conventuel et qui avaient le droit, eux, de sortir en ville. Donc déjà, c'est une innovation. On tient compte de l'état du malade et on le place dans le secteur qui correspond à son état. Et puis alors, la deuxième innovation, c'est le traitement moral. C'est-à-dire qu'ils essayaient, avec leur malade, de développer le dialogue et de leur accorder une grande attention à leur souffrance morale. Bien sûr, à l'époque, ça comportait aussi des exercices religieux qui étaient inévitables. Il y avait un religieux qui était chargé de surveiller les prières du matin et du soir. On leur demandait, si possible, d'assister à la messe tous les jours, ou alors, à défaut, le dimanche et les jours fériés, mais on tenait compte aussi de l'État. Si un malade ne pouvait pas assister à la messe d'office, eh bien, on n'insistait pas. Hein. Il y avait quand même... Alors, tout ceci est là résumé, enfin, continue dans le règlement des maisons fortes de la charité de l'ordre hospitalier d'août 1765. Et là, il y a 16 articles et qui se terminent par une lettre de M. de Sartine, lieutenant général, qui approuve, qu'il adresse au procureur général de l'ordre, qui approuve ce règlement et qui demande qu'il soit bien distribué dans toutes les maisons. La preuve, moi, je l'ai trouvé à Romans. Il y a eu effectivement des aliénés à Romans. Il était en dépôt aux archives de Valence, aux archives de la Drôme. Et donc, les trois premiers articles concernent la façon dont doivent être hospitalisés ces sujets. Ils doivent être hospitalisés après une enquête, dont les résultats sont transmis au ministre de la Maison du Roi. Et le roi signe l'hospitalisation, contresigné par le ministre de la Maison du Roi. Donc ceci permet d'éviter les hospitalisations abusives et non justifiées. Enfin, bien. Et tout cela, bien sûr, nécessite une grande présence. Et les malades sont très bien surveillés. Le prieur lui-même les voit une fois par semaine séparément. Le sous-prieur les voit tous les jours. Et un religieux directeur des aliénés qui le voit 2 fois par jour, le moment le plus favorable, c'est le repas, ou le soir, avant la fermeture des chambres. Alors les résultats sont bons, enfin les gens sont satisfaits. Il y a notamment une lettre du général de Saluguet, le baron d'Espagnac, gouverneur des Invalides, qui termine, dans la lettre rédigée à l'occasion d'un capitaine dément, se termine de la façon suivante, je vais le lire. Quoique votre pension soit plus chère que celle de plusieurs maisons qui m'ont demandé la préférence, je n'ai pas hésité à proposer la vôtre comme celle où les officiers sont les mieux tenus. Il y a aussi un médecin psychiatre, le docteur Paul Sérieux, qui a même été chef de service, notamment à Sainte-Anne, et qui a repris les 207 observations de la charité de Senlis, de malades mentaux, et qui en a retenu 26. Et il conclut ainsi, les religieux obtenaient souvent de bons résultats au point de vue du redressement moral des libertins. Les parents fournissent maints témoignages de correctionnaires remis dans le droit champ. La charité de Senlis mettait le public à l'abri de demi-fous dangereux et incorrigés pour lesquels nous sommes souvent désarmés. Comme nos asiles actuels, donc il est né en 1864,
Il est décédé peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, donc son travail est daté de 1933. Comme nos asiles actuels, la charité de Senlis mettait la société à l'abri des antisociaux, quelle que fût la cause de leur réaction antifamiliale ou antisociale. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de surveillance administrative et la nécessité d'une signature du roi après une enquête, et il y a une surveillance importante. Notamment, le client ne peut pas faire n'importe quoi. Il est tenu chaque fois qu'il y a un changement de service de le signaler obligatoire. C'est indispensable. Il doit faire tous les mois un rapport sur l'état de l'asile. S'il y a eu des décès, s'il y a eu des plaintes, s'il y a eu des changements. Enfin, chaque mois, le rapport est envoyé au ministre de la Maison du Roi, ou à la rigueur au lieutenant de police et au procureur général. La sortie était également contrôlée. Sur témoignage du prieur, les familles demandent la sortie. Et il faut encore qu'il y ait une signature du ministre du Roi, du ministre de la Maison du Roi et du Roi. Alors, j'ai centré mon exposé sur la charité parce que j'ai beaucoup travaillé, mais ils n'étaient pas les seuls. Il y avait les bons fils à Armentières, Guy et Saint-Venant, qui aussi s'occupaient des aliénés, comme les charitains, les frères des écoles chrétiennes, à Saint-Jean-les-Rouen et à Maréville, et également Saint-Vincent-de-Paul, dans l'hôpital Saint-Lazare, et une maison musée municipal de Marseille. Alors, il se forme, et à cette période-là, on commence à avoir conscience que le traitement des animaux, ça va pas. Il faut faire quelque chose. Et le gouvernement royal, sous Louis XVI, charge deux médecins de faire une enquête. Il s'agit de Jean Colombier, qui est un hygiéniste, inspecteur général des prisons et des hôpitaux de France, et d'un clinicien, François Doublet, qui est professeur de médecine et qui était chef de service à Necker. Il rédige donc un rapport qui a été intitulé de la façon suivante: Instructions sur la manière de gouverner les insensés et de travailler à leur guérison dans les asiles qui leur sont destinés. Ce rapport est de 44 pages et a été publié en 1785. Et il commence par la question telle que posent alors les aliénés. Les aliénés inspirent une grande pitié par l'image de leur misère profonde, mais on est aussi porté à les fuir par la crainte de leur mort. Puis, la tendance à ne rien faire, et les choses ne s'arrangent pas, au contraire, elles s'aggravent. Et de ce rapport se dégagent trois points importants: la nécessité de l'organisation de l'internement à l'échelle du préau, la reconnaissance des différentes formes d'aliénation afin de pouvoir les séparer et de les mettre dans le locaux adopté, la fin du préjugé d'incurabilité. Il faut traiter les malades mentaux, espérer la guérison, même si on est en présence de formes anciennes. Alors ces deux derniers points, la reconnaissance des différentes formes et la fin du préjugé d'incurabilité, est depuis longtemps adopté par l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Alors, il y a tout lieu de penser que Jean Colombier s'est inspiré de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Inspecteur des hôpitaux, il était à Paris, à Charenton, c'est à côté. Alors, on a Madame Marie Didier a trouvé la preuve que Colombier est allé à Charenton et que Colombier est allé aussi à Bicêtre. Il est allé à Bicêtre où il y avait Jean-Baptiste Puisant qui était surveillant des malades mentaux et qui avait constaté
que plus on était violent avec eux, plus ils s'agitaient, et que plus on était calme avec eux, on arrivait à les apaiser. Et je vous rappelle que Pinel est créateur de la psychiatrie, ça sur le plan médical, mais il ne faut pas dire qu'avant Pinel, rien ne s'était fait. Et Pinel, avant d'être à la Salpêtrière, avec cette image géographique libérant les femmes, il a été médecin à Bicêtre, chargé des malades mentaux. Et il a rencontré Puissant. Et Colombier, au préalable, avait été à Bicêtre pour Puissant. Donc il y avait toute une ambiance qui se faisait avant la Révolution. Et je crois qu'il faut dire à chacun ce qui vient. Donc, encore une fois, Pinel et Esquirol, ce sont des créateurs sur le plan médical de la psychiatrie. Mais avant, au point de vue soins, au point de vue surveillance, on peut dire que la charité, l'ordre hospitalier du Saint-Jean de Dieu, depuis le XVIe siècle, soignait convenablement les malades mentaux, avec les moyens du bord, c'est sûr. Alors, c'est-à-dire que l'utilisation des opiacés, la baléation, c'est sûr, mais il n'y avait jamais d'instrument de protection. Donc, on peut déclarer que les religieux de la charité de Senlis méritent bien le titre de précurseurs de psychiatrie, car ils ont quand même innové. En plus, alors, je vais être assez rapide, en plus des maladies mentaux, ils soignaient dans leur infirmerie gratuitement les pauvres malades, les pauvres passants. L'infirmerie, ce bâtiment, voilà l'infirmerie. 5 lits au début, 7 lits et 14 lits au XVIIIe siècle. Alors, les registres. Alors, on a pu avoir une idée du recrutement, car il existe 4 registres sur lesquels ils inscrivaient le nom des malades. Le premier, les 3 premiers couvrent la période de 1684 à 1751. En 1784, c'est très proche de l'installation. Il y a un déficit entre 1751 et 1776. Et le dernier couvre la période 1776 jusqu'à la Révolution. Alors, voilà, vous avez une mise en page, avec au milieu de la page la date d'entrée, ensuite le prénom, le nom, la profession, c'est un soldat. Alors, le fils de Louis, alors son père, sa mère, natif de Toulouse. Bon, enfin, il y a le prénom, le nom, l'âge, la profession, le nom des parents et l'origine. Alors souvent, la paroisse et le diocèse. Et puis, de temps en temps, il y a du cycle. Scrofuleux ici. Hein? Scrofuleux. Un scrofuleux. Bon. Donc, un diagnostic de temps en temps. Alors, il y a un point important. Comme les religieux avaient fait vœu de chasteté, ils ont passé un accord très rapidement avec l'Hôtel-Dieu le 8 novembre 1672, donc 2 ans après leur installation. Donc l'Hôtel-Dieu recevait les filles et les femmes, et la charité ne soignait que les garçons et les hommes. Donc il y avait environ 120 ou 130 malades par an, plus de 200 dans les périodes de crise fomentaire. Il y a un malade par an, séparé de son voisin par un rideau de serge blanc ouvert. Même en cas d'épidémie, on ne met pas plusieurs malades par lit. Et au besoin, on met des livres supplémentaires, les religieux avaient des livres postiches. Le linge est changé
une fois par semaine, la nourriture est de qualité et servie en quantité suffisante. Alors, on peut essayer de voir un petit peu le portrait du malade. En moyenne, il ne reste pas plus de 15 jours, la majorité. Mais il y a aussi des séjours beaucoup plus longs. C'est un homme un peu naturellement vieilli par une vie laborieuse, commencé très tôt, souvent dans l'enfance. Il exerce plusieurs métiers sans qualification, journalier, manœuvrier, petit, porte-sac, charretier, cribeur en main. Tous les métiers sont représentés, mais il y a rarement un compagnon et rarement un maître. Il est de conditions de vie modestes car sa situation professionnelle est précaire, souvent temporaire, donnant un coup de main au maçon du village ou allant donner un coup de main à l'agriculteur lors de la fenaison d'un moisson. Et quelquefois, il est obligé de mentir. Un bon lit, un peu de repos à l'abri des intempéries, une bonne nourriture permettait à ces gens, sans cause pathologique grave, de passer un cas difficile et d'avoir une remise en forme rapide. Ce qui explique les nombreuses hospitalisations de courte durée. Mais il y a eu des hospitalisations prolongées et quand on regarde, comme je l'ai fait, quand j'ai mis en tableau tous ces registres, il y a des sujets qui restaient longtemps ou qui revenaient plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ce qui suppose l'existence de maladies chroniques, graves. On pense effectivement à la tuberculose, on n'a pas la preuve. Et alors également, dans cette infirmerie, il y avait des enfants, des hommes adultes, mais il y avait aussi des malades médicaux et de la traumatologie. 15% du recrutement, ça n'est pas négligeable. Alors, et là aussi, j'ai rencontré des difficultés, car les circonstances de l'accident, on ne les connaît pas, jamais définies. La description des lésions, jamais, notamment pour les plaies. Le terme blessé est très fréquent, comme pour les malades médicaux. C'est fier, alors qu'on ne connaît pas la température. Blessé de façon isolée, sans qu'on sache la nature ni la localisation de la blessure. Et quand il y a une fracture d'un membre, jamais le côté décidéré. Alors de temps en temps, on a des diagnostics pittoresques, comme une cuisse disloquée, une jambe cassée, un pied démis. On aimerait savoir ce que deviennent ces gens-là ultérieurement. Il n'y a pas de consultation à suivre. On doit penser que ce sont des infirmes pour l'audition grave et qu'ils mendient et ils demandent d'hospitaliser à l'hôpital général en tant qu'infirme, de façon chronique. Donc, difficulté de faire un diagnostic précis, compte tenu de nos connaissances. Quand j'étais parti sur cette étude, je pensais pouvoir trouver des maladies soignées. À l'époque, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les connaissances ne sont pas les mêmes, les termes ne sont pas les mêmes. Au XVIIIe siècle, ce sont des symptômes qui sont décrits. C'est fièvre, c'est flux, on ne sait pas si c'est une diarrhée ou un vomissement, c'est flux de sang, on ne sait pas d'où ça vient, si c'est du poumon ou du multisie, ou si de l'estomac et de la ténèse. Par contre, les termes cutanés sont bien décrits. Scrofuleux, gale, fréquent la gale, assez, anthrax. Là, pour les lésions cutanées, on a des possibilités. Mais pour le reste, c'est le flou intégral. Alors, à l'Hospice Condé, c'est pas mieux. À l'Hospice Condé, il y a eu aussi une infirmerie de 20 lits. Immeuble. Quoi qu'il arrive, ça n'a pas bougé. Là aussi, les registres sont très bien tenus. On a tous les renseignements. Nom, prénom, âge, profession, résidence, nom des parents, nom de l'épouse, quand il est marié. Il y a 2 ans. Ce qui permet de calculer le séjour. Aucun diagnostic. Je n'ai trouvé aucun diagnostic. Je ne sais pas où ils sont, aucun. Alors, comme là, j'ai été
pour la charité de Senlis, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de service obligatoire. Les enfants sont avec les adultes. Et là aussi, le recrutement est le même. Ce sont des gens malheureux qui exercent des professions sans qualification, journaliers, manouvriers, domestiques. Alors, je vais insister seulement sur 2 points. Les enfants. Les enfants hospitalisés déclarent entre 9 et 13 ans travailler. Ils sont manouvriers, ils sont maçons, ils sont même terrassiers, il y a même un carrier de 12 ans. Par contre, en 1997, les moins de 6 ans sont connus comme enfants, et les plus de 6 ans sont écoliers. Et ça, on peut voir les résultats bénéfiques de la loi sur l'obligation de l'enseignement, également la loi du 19 mai 1874 concernant le travail des enfants. Alors, deuxième point, je veux mettre en relief, c'est la curieuse baisse de l'activité du XIXe siècle à l'infirmerie de l'Hospice-Condé. Quelques chiffres. 1857, 214 entrées dans l'année. 1877, 147. Brutalement, 1897, 56. Alors, il y a une raison interne, c'est les administrateurs voulaient que les Chantilly et les communes voisines, avoisinantes, doivent toujours être associés de trouver une place à l'hôpital quand elle devient nécessaire. Et ça leur amenait quelquefois à refuser, dans une lettre adressée au maire de Saint-Maximin, les ouvriers étrangers, blessés, ils ne voulaient pas les prendre. Il y a aussi un motif externe. La municipalité de Chantilly avait créé un bureau de bienfaisance très actif, qui distribuait des bons d'aliments, des bons de vêtements, et des vêtements aussi. Et mieux, en 1894, le maire précise dans une lettre adressée au préfet de l'Oise que bien avant la loi du 15 juillet 1893, le conseil municipal de Chantilly avait, avec le bureau de bienfaisance, créé une assistance médicale gratuite à domicile. Déjà, avant la loi de 1893. Donc ça explique un peu cette baisse de d'une part, une attitude peut-être rigide, et puis d'autre part, disons, une concurrence. Alors on va venir à la deuxième activité de l'hospice de Condé de Chantilly, qui sont les incurables. Alors effectivement, malheureusement, on ne se guérit pas de la vieillesse, c'est pour ça que c'était le service des incurables. En fait, c'était l'hospice. L'hébergement, réservait l'hébergement des personnes âgées. Alors, son existence est due à la générosité de Charlotte Marguerite de Montmorency, qui a créé la charité de Vineuil en 1645. Pourquoi Vineuil? Parce qu'en 1645, Chantilly n'existait pas. La première mention de Chantilly date de 1152, où on parle d'une clairière en voie de défrichement, avec quelques masures, quelques granges. La première mention du château remonte dans les années 1220, où il existe sur un éperon proche dans la Val d'Annonay une maison forte gardant la route de Paris à Amiens. Donc, maison forte, un seigneur et un parc, déjà. Et la première famille, le premier seigneur est un bouteiller, qui est un guide de la tour, qui sont deux bouteillers, qui ne s'occupaient pas seulement de verser le vin à la table du roi, mais du vignoble, et qui étaient devenus des conseillers importants et puissants. Ensuite, un peu plus tard, une deuxième famille va occuper cette maison forte, ce château, et apporter des modifications. Ce sont des orgements. Et le dernier orgement, Pierre III, décède sans héritier direct. Mais il avait légué ses biens à son neveu. Or, son neveu est le fils de sa sœur, et
sa sœur a épousé Guillaume de Montmorency. Donc on passe à la troisième famille. Et ce Guillaume de Montmorency a non seulement le château Chantilly, mais la baronnie de Montmorency et la seigneurie de Descaux. Donc un personnage important, et doublement important, parce qu'il est le père d'Anne de Montmorency, le connétable. Et Anne de Montmorency est très proche de François Ier, puisqu'il a épousé sa cousine germaine, Madeleine de Savoie. Il est très fidèle à François Ier, c'est un excellent guerrier, et François Ier l'a nommé gouverneur du Languedoc, et il décède, alors avant de décéder, on lui doit aussi le petit château, qu'il construit sur une île, sur les plans de Doulan. Doulan est un architecte qui naît à Amiens, d'une famille de maçons, et ce château a été construit dans les années 1560-1563. Donc il décède en 1567, des suites de blessures, lors d'une bataille dans la région parisienne, à Saint-Denis. Passons à son petit-fils, qui est Henri II de Montmorency. Il est gouverneur du Languedoc, il est amiral de France, c'est un excellent chef de guerre, c'est un sujet brillant, extrêmement cultivé. Mais malheureusement, c'est une forte tête, et comme beaucoup de grands de seigneurs de cette époque, il est en révolte, il est opposé à la politique de Richelieu, et il prend la tête avec Gaston d'Orléans d'une révolte armée, et malheureusement, il est battu à Castelnaudary, blessé, fait prisonnier, et exécuté en place publique à Toulouse. Le 30 octobre 1632. Le 13 mai, c'est préparé. Et la forêt rechassée. C'est parfait. Les Montmorency ont très bien aménagé le château. Il y a un parc, tout est bien. Mais il décède en 1642. Anne d'Autriche rend le domaine à ses héritiers et à la sœur d'Henri II, qui est notre Charlotte. Notre Charlotte de Montmorency, mais qui est princesse de Condé, car elle a épousé Henri II, duc de Bourbon, prince de Condé. Et nous arrivons à la quatrième famille. Et cette famille, ce couple est important, puisqu'ils ont eu 3 enfants, dont Louis II, duc de Bourbon, prince de Condé, connu sous le nom de Grand Condé, qui s'est ordonné du Toulouse à Roquefort en 1643, mais qui a la mauvaise idée aussi de s'opposer à Mazarin et à d'Autriche lors de la Fronde, et de se réfugier auprès du roi d'Espagne, Philippe II, qui est les autres frères d'Anne. Mais heureusement, Philippe II lui obtient, lors des discussions du traité des Pyrénées en 1659, il met la fin à la guerre de 30 ans, il obtient le pardon de Louis XIV à l'égard de Condé, qui réintègre Chantilly, et c'est lui qui va créer Chantilly. Il développe considérablement le château, il en fait une cour à l'image de son cousin Louis XIV à Versailles. Il reçoit tout le gratin de l'époque, des écrivains, des artistes, et il demande à le nôtre de lui dessiner les plans du parc. Il avait le désir, comme de plus en plus de population, Chantilly se développait, il avait le souhait de créer une paroisse. Il n'a pas eu le temps, il est décédé avant en 1786, et c'est son fils, Henri Jules, qui va mettre à exécution le projet de son père, et qui fait, sur les plans de Mansart, construire la chapelle, l'église de Chantilly, consacrée en 1692 à Notre-Dame. Et à partir du moment où il y a une église, il y a un registre. Donc on note le baptême, les mariages et les sépultures. Donc la paroisse est créée. Ça, c'est une commune. Là, maintenant, c'est une paroisse. On va sauter quelques générations. Et Louis-Henri, le promoteur, je l'appelle le promoteur de Chantilly, c'est un personnage important, Louis-Henri. Il a été membre du conseil de régence dans la minorité de Louis XV. À la mort du régent en 1723, il est Premier ministre de Louis XV,
Lucas ne l'aime pas parce qu'il prend des décisions sans nous dire au courant. Il l'envoie en mai 1726, il le remercie, et l'envoie en exil à Chantilly. Et Lucas fait appel à son précepteur, le cardinal de Fleury, dont il veut garder beaucoup d'estime. Donc le voilà retourné à Chantilly, et c'est lui qui, en gros, urbanise la ville. Cette place que l'on connaît, qui va du château à l'est, à l'ouest de la place aux Merveilles. Il agrandit l'église, la population augmente, il crée la manufacture de porcelaine, il crée les grandes écuries entre 1720 et 1740. Et enfin, en 1723, il crée l'hôpital de Chantilly. Car la charité de Vineuil n'était plus suffisante, et puis il y avait de plus en plus de malades. Alors, le secteur gériatrique a été la préoccupation importante de l'Hospice Condé, à la suite de la libération du 19 avril 1877, terme sur lequel il est mieux connu. C'était hôpital, et à partir de 1877, la commission administrative demande que ça devienne hospice de Chantilly, terme sur lequel il est mieux connu par la population, qui répond davantage à sa nature. Alors, 20 malades à l'infirmerie, ça n'a pas bougé. Là, ils sont 45 en 1839, 80 en 1846, 40 en 1868, on ne sait pas pourquoi, et 70 en 1896. Alors, initialement, il n'y avait pas de règles. Mais devant l'afflux, il a fallu imposer des règles. En l'an 2, il est imposé la résidence de 10 ans sans condition de durée. En 1817, il faut 10 ans de résidence ininterrompue et la commune doit être désignée. Alors c'est Chantilly, c'est la Vendée, c'est quoi? C'est Apremont, c'est Vineuil, c'est Saint-Maximin et c'est Concourcier, 7 communes du territoire. En 1836, l'âge, il faut avoir 70 ans. Donc, 10 ans dans les communes que je citais, 70 ans. Et en 1846, le duc de Marne demande que 3 places soient réservées aux vieillards indigents de Saint-Léonard. Pourquoi le duc de Marne? Parce que le dernier Bourbon décède en 1830 sans héritier et fait légataire le Henri d'Orléans, duc de Marne. Donc nous sommes la 5e famille. Alors il fallait constituer un dossier, un extrait d'acte de naissance, d'acte de baptême, sont destinés avant la Révolution, un extrait du casier judiciaire, un certificat de non-imposition, un certificat médical et le fameux certificat d'indigence. Je les ai mis, en fait, ces documents sont présentés dans la vitrine de la conférence, vous les verrez. Il y a une première partie où il y a le renseignement d'état civil. Ensuite, il est marqué, c'est ça, ne peut plus survenir à ses besoins, ni même sa famille. Et la troisième partie, la conclusion du maire, qui dit effectivement qu'il est handicapé, qu'il ne peut plus travailler, qu'il est obligé d'avoir recours à même à mendier, chercher des et c'est le maire de la localité. Alors, malgré ça, les demandes sont importantes, le délai d'attente est parfois très long, et certains se découragent et vont chercher ailleurs, ce qui n'est pas fréquent, et malheureusement aussi certains décèdent avant d'entrer. À chaque réunion de la commission médicale administrative, il est soumis des décès, et la commission administrative choisit sur la liste ceux qui vont remplacer. Alors ici, là, c'est le même recrutement que dans le service de l'infirmerie. Ce sont des manœuvres, des journaliers,
les hommes sans qualification, sans emploi fixe, que de difficultés à survenir en leurs besoins. Et quand la vieillesse survient avec son lot d'infirmité, la plus petite affection leur impose souvent l'arrêt du travail définitif. Ils n'ont pas de pension, ils n'ont aucun revenu, même si celui-ci modique au préalable fournissait à peine le minimum vital. C'est la recherche de secours ou c'est la mendicité. Donc l'indigence est le motif essentiel. Alors quelquefois il y a quelques motifs médicaux ajoutés qui sont des difficultés, surtout la difficulté à la marche, vous connaissez probablement l'arthrose, et aussi une baisse de l'acuité visuelle, et certains même sont carrément aveugles. Donc la pauvreté, la maladie, la vieillesse, voilà les motifs qui mènent ces sujets à l'hospice. Alors une fois qu'ils sont rentrés, c'est parfait. Il y a un toit, ils sont à l'abri, ils ont un bon lit, ils sont chauffés d'hiver, ils n'auront plus faim, n'ont plus la recherche, une recherche avec angoisse de ressources où est obligé de mentir. Et ils ont recevoir des soins quotidiens. Et ceci a une certaine discipline. Il ne faut pas manquer de respect religieuse, il faut leur obéir, il ne faut pas sortir sans autorisation. Si on sort, il ne faut pas rentrer ivre. Sinon, c'est le renvoi. Et il faut prendre ses repas au réfectoire avec les autres camarades. Et il est interdit de fréquenter aussi une salle de femmes, malades ou incurables, sous quelque prétexte que ce soit. Bon, ainsi, ils sont valides, ils peuvent travailler. Les femmes, c'est la couture. Les hommes, c'est l'aide au jardinier, à une condition de ne pas rapporter pour son usage personnel des fruits. Donc, auprès de ces mesures disciplinaires indispensables, ces vieillards indigents qui avaient une vie de misère trouvent le Christ un confort qu'ils n'avaient pas connu. D'ailleurs, la commission administrative attribue la longévité de leurs pensionnaires aux conditions favorables de l'hospitalisation et aussi une nourriture servie en quantité suffisante à ces sujets qui ne sont soumis à aucun effort. Donc, Giscondé est un établissement privé et sa destination est surtout de recevoir les vieillards qui ne fait office d'hôpital que dans une proportion restreinte. C'est une délibération du 5 septembre 1892 adressée au maire Vallon en réponse à une lettre. Ce principe a toujours été respecté. Il a permis de continuer à recevoir des personnes âgées, cela malgré les vicissitudes du temps, malgré 2 conflits mondiaux. De nos jours, depuis 20 ans, le Centre Gériatrique Condé poursuit cette activité ancienne dans l'ancienne charité de Villeneuve, devenue hôpital de Chantilly, puis Hospice Condé. Son activité gériatrique avait été une de ses spécialités. Donc il a ouvert la voie à un mouvement nouveau, comme tous les précurseurs. Là, je remercie la direction des archives départementales de m'avoir permis de faire cette exposition. Il me permet, là je vais vous dire parce que c'est ce que je pense, il permet de mettre à l'honneur le travail que tous ces gens ont réalisé quotidiennement avec dévouement et compétence. Travail difficile que celui qui consiste à soigner les malades d'autrui. Ils le faisaient bien, les religieux de la charité, ou d'apporter un peu de confort et de soins à des vieillards après une vie misère. J'aimerais que vous partagiez avec moi l'admiration que je ressens à l'égard des religieux de la charité de Senlis, proches des aliénés. Leur méthode
été efficace. Bon, mais comme il y a eu effectivement des rechutes, hein, il a fallu aussi faire des transferts d'agités qui se mettent bazar dans l'hôpital, mais malgré tout, ils ont fait ça. Ils ont eu le mérite également d'être les premiers à considérer le malade mental comme un malade et non pas comme un délinquant. Et aussi à l'égard des filles de la Charité, confrérie fondée en 1757 par Louise de Maria, qui veillait au bien-être de leur vieillard. En effet, j'éprouve aussi un sentiment de reconnaissance de ceux qui se séparent volontiers d'une partie de leur bien pour fonder et maintenir en activité ces institutions. Leur travail en avance sur les autres a été innovant puisqu'elle continue à le faire de nos jours. Et je pense aussi, quand même, il faut avoir une mention au donateur. Henri Jules a fait, le fils de Laurent Condé, a fait une donation à l'hôpital. Et puis ensuite, l'arrière-petit-fils, le fameux Nuremberg, j'appelle le promoteur de Chantilly, a tout de même légué un domaine important en Bourgogne, en Côte d'Ivoire, qui a permis le fonctionnement, le développement de cet hôpital. Donc, voilà, je voulais terminer par cette reconnaissance à la fois de travail des religieux et également des religieuses de la Charité et également des donateurs. Eh bien, merci à vous pour cette présentation de vos travaux qui clôt, je trouve, parfaitement le cycle de conférences et l'exposition Prendre soin, puisque je rebondis sur ce que vous disiez sur les religieux. C'est un petit peu le fil rouge de cette exposition. On se rend compte que finalement, c'est les ordres hospitaliers et puis les différents ordres religieux au cours des siècles qui finalement assurent l'organisation, le maintien de ces institutions hospitalières qui sont nées sur notre territoire au cours du Moyen-Âge et qui étaient présents jusqu'à finalement presque tout récemment, au second moitié du XXe siècle, où ça s'est vraiment laïcisé, mais on pouvait encore rencontrer des religieuses dans bon nombre d'hôpitaux en France, donc c'est particulièrement important. Également, ce qui m'a plu dans votre conférence, c'est vraiment, c'est ma curiosité personnelle aussi, mais c'est l'appui que vous avez porté sur la notion de psychiatrie, qui est finalement très attachée pour nos contemporains à la période dans le XIXe siècle. On sait avec les travers qu'il y a eu, mais également la modernité des soins médicaux dans ce domaine-là. Ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, c'est pas dès de nulle part, hop, ça y est, Pinel arrive, Esquirol, et on invente la psychiatrie. C'est un travail de plus longue haleine, et un travail qui est finalement à la fois moral et religieux. À l'origine, la charité de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu qui les a poussés à s'intéresser finalement à des personnes qui étaient jugées marginales et condamnées, même presque possédées pour l'esprit de l'époque. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et le territoire de l'Oise, on a quand même finalement la chance d'avoir eu de prestigieux établissements psychiatriques, si on peut se permettre ce terme, avec la Charité de Senlis, mais également dès la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, le centre hospitalier interdépartemental de Clermont, pour le coup, qui est une spécificité du réseau hospitalier de notre territoire. Donc je arrête de parler, je laisse la parole du coup à vous. Est-ce que voilà, il y a des choses que vous voudriez demander à M. Panier, des réactions, des précisions voilà, je vous laisse vous exprimer. Oui, moi j'ai une question, parce que effectivement, avec les travaux de Foucault, on a aussi une vision qui peut être un petit peu monolithique. C'est paradoxal quand on parle de Foucault, dont je suis un grand admirateur par ailleurs, mais donc on a une vision peut-être un peu caricaturale de l'approche de l'insensé sous l'Ancien Régime. Alors, je voulais savoir s'il y avait eu un début de nosographie, un début de description, de classification, qui ne soit pas une classification sociale uniquement, puisque ces gens qui étaient enfermés, on parle de force, notamment pour les plus agités d'entre eux, est-ce que
est-ce que pour ces gens, il y avait un paradigme médical déjà, ou pas du tout? C'est-à-dire que c'est uniquement le comportement social, l'insertion sociale qui joue, et peut-être aussi, alors là c'est plus mystérieux, c'est plus secret, disons, le rapport à la mystique et à la religion. Parce que, au fond, le prieur et le sous-prieur, lorsqu'ils ont des entretiens dont on n'aura jamais le contenu, probablement, avec les insensés, ils jouent un rôle de, j'allais dire d'analyste, n'allons pas jusque-là, mais ils jouent un rôle de soignant psychiatrique, véritablement. Voilà. Alors ça, c'est la première question, donc apparemment, pas de nosographie. Hein, non, parce que parlait de fous, et même les épileptiques étaient considérés comme des malades. Oui. Également. Donc c'est comportemental. Ça, c'est comportemental. De même, à l'infirmerie, ce sont des symptômes. C'est le mérite de Pinel et ensuite d'Esquirol d'avoir codifié tout ça. Son traité de la manie de Pinel, qui est sorti, je crois, l'édition originale, c'est 1802, met au point, comme Laennec a décrit les symptômes des maladies pulmonaires et cardiaques. Là, il y a tout un courant qui se fait à la fin du XVIIIe siècle, qui était quand même amorcé, il faut le reconnaître, par les chirurgiens, qui, eux, voyaient des déformations et décrivaient les déformations. Donc, les médecins ont cessé de faire la philosophie et on se dit, mais ces symptômes, à quoi correspondent-ils? Et c'est le mérite en psychiatrie de Pinel et d'Esquirol de l'avoir codifié tout ça et créé des symptômes, et de Laennec de le faire avec l'auscultation. C'est le début de l'auscultation. C'est l'auscultation qui a permis de trouver des signes, souffle, matité, etc. Enfin, tout ce qui nous permet de dire c'est une pleurésie, c'est une neuropathie. Bien. Et puis alors, Pichat pour l'anatomie pathologique. Alors, pour répondre à ta question, je ne vois pas, je dis c'est fou, c'est maniaque, c'est épileptique, c'est violent, c'est agité, etc. Et c'est après, dans le courant du XIXe siècle, que les choses se sont précisées. Et je crois même que le terme de psychiatrie n'a été utilisé qu'au milieu du XVIIIe siècle. Et de toute façon, si on est passé à Liénée, il y a aussi psychiatrie et malades mentaux et malades psychiatriques. La deuxième question, c'est ce qui concerne la période révolutionnaire. Puisque là, il y a évidemment des bouleversements tellement profonds. Cette approche plus réconfortante qu'a eu essentiellement l'Église, il faut le dire, avec les donateurs, mais avec les religieux, qu'est-ce qui se passe à partir des années 1790 et même au début du Premier Empire, du point de vue de la psychiatrie, entre guillemets, puisqu'on ne peut pas encore utiliser ce terme? À la charité, les malades mentaux sont partis, ils n'avaient pratiquement plus, dans les années 1782. Et d'ailleurs, sur les 7 religieux qui se trouvaient là, il en restait 3. Donc, le chirurgien, et puis l'économe. Le prieur, lui, est décédé peu de temps après. Alors, moi, si tu veux, c'est une grande période de bouleversement, et je pense que, si tu veux, déjà les choses se précisaient. Je ne sais pas si j'étais assez clair. L'enquête de Colombier et Doublet est importante à mes yeux, car elle montre que déjà, dans le gouvernement royal et parmi les élites, on se disait qu'il faut faire quelque chose pour les aliénés. C'est pas possible de les laisser comme ça. Et c'est vrai qu'un malade mental agité, bon, il est triste, c'est malheureux, mais on a peur. Et que la tendance était de les parquer. Hein, bien normal. Ça, c'est fou. Mais déjà des institutions, Charité et d'autres, et même des petites institutions privées qui recevaient des malades mentaux en petit nombre.
Donc, ils faisaient quelque chose. Ils disaient, mais non, c'est pas possible. Ils ne sont pas des délinquants, ils ne sont pas des criminels, ce sont des malades. Donc, l'institution, le travail de Colombier et Doublet codifie ces choses-là. Pourquoi on est comme ça avec les aliénés? Parce qu'ils font peur. Enfin, ils font pitié, mais ils font peur. Bon, et il faut faire quelque chose. Et ils se sont inspirés, ils n'ont pas que Colombier n'est pas un Charenton, c'est pas possible. Il habitait Paris, il était inspecteur des hôpitaux de France. Il était un Charenton. Alors je ne sais pas s'il était à son liste, peut-être, on n'en a pas la preuve. Donc il a fait ce que faisaient l'ordre religieux. Il allait voir aussi d'autres maisons. Pinel était au courant de toutes ces choses-là. Il allait travailler dans une maison privée, il y avait des amis. Et quand la Révolution est arrivée, il était nommé à Bicêtre. Et qui l'a trouvé à Bicêtre? Puisant, que Colombier avait vu également. Et Puisant avait remarqué que lorsqu'on était calme avec les invités, il s'apaisait. Alors à Bicêtre, il a suivi ce que disait Puisant, et puis il était au courant de ces principes, de ces choses qui évoluent en sous-main. Après Bicêtre, il a été nommé à la Salpêtrière. Et c'est là, la géographie, il libérait les femmes, les filles, les femmes. Mais je reconnais, pour être clair, Pinel et Esquirol ont créé la sémiologie des symptômes de la psychiatrie. Ils ont agi en techniciens. Les religieux à la charité étaient des infirmiers. Quelques-uns, ils n'étaient pas prêts à Senlis, celui qui s'occupait des offices et de la question spirituelle, était un carme. Quelques-uns doués devenaient prêtres dans l'ordre. La majorité, c'était des infirmiers. Donc eux traitaient, soignaient. Ils suivaient le principe de Saint Jean de Dieu, qui avait été traité comme, à la suite d'un délire mystique, qui avait été traité comme on traitait alors les aliénés. Elle a eu des coups de bâton. Il a fait ça, une formation d'infirmier, et ensuite il a ouvert une maison à Grenade, puis il habitait à Grenade, où il recevait des mendiants, des malades, des malades mentaux. Et ça s'est développé. Il a eu des disciples. Et en 10 ans, il a fait un travail énorme. Après son décès, on a créé un hôpital à Grenade, à Saint-Jean-de-Dieu. Donc déjà, dès le XVIe siècle, c'était parti. Et l'ordre a continué. Et encore actuellement, il gère l'hôpital, le centre spécialisé des Côtes d'Armor, c'est-à-dire Dinan-Saint-Brieuc. Et il n'y a pas encore tellement longtemps, au siècle dernier, ils ont abandonné le centre spécialisé du Rhône à Lyon, lequel hôpital est devenu public et s'appelle toujours Hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Ils viennent d'ouvrir à Madagascar une maison près de la capitale de réadaptation des malades mentaux qui sortent de l'hôpital psychiatrique avant de retrouver la vie active. En Afrique, ils ont des hôpitaux psychiatriques, ils continuent. Ça n'a pas été comme ça une petite idée, puis la Révolution a tout changé. Et quand Paul Le Magallon, après la Révolution, a reconstitué l'ordre, ils avaient 3 hôpitaux psychiatriques importants en France. Lille, Saint-Brieuc qu'ils ont gardé, enfin Dinan-Saint-Brieuc, et Lyon. Voilà. D'autres questions? Moi, ce que je voulais vous demander, parce que j'en profite, je suis impressionné par la longévité de l'institution. Pour parler de l'Hospice Condé, on va y revenir. Voilà, fondation au milieu du XVIIe siècle, voilà, une institution qui a aujourd'hui plus de 350 ans d'existence, une institution privée. Parce que bon, les hôpitaux, hôtels-dieux, des structures semi-publiques au XVIIIe siècle qui ont été municipalisées ensuite après la Révolution, mais l'Hospice Condé, lui, finalement, est resté en main privée des origines à nos jours. Alors, quel est le secret de cette longévité selon vous? Pour les aléas de l'histoire, bien sûr, mais du point de vue médical peut-être. Bon, le secret,
tient à ce qu'ils ont mis en avant le côté incurable. Je dis, l'infirmerie, ça dévalise, ça n'a pas bougé. Les incurables, ça a augmenté ou ça a un petit peu diminué quand il y avait des difficultés financières. Ils avaient, je crois, 70, c'est 70 à la fin du XIXe siècle. Et ils étaient très stricts sur les conditions d'hospitalisation. Il fallait habiter dans les communes depuis 10 ans de façon ininterrompue. Il fallait avoir 70 ans pour entrer chez un incurable. À l'infirmerie, c'est la même chose. Bon, pas de question d'âge, hein, on est malade jeunes, on est malade tous les âges. Mais il fallait habiter depuis 10 ans dans les communes de l'agglomérateur, de la circonscription. 10 ans ininterrompus. Alors, cette attitude a peut-être été rigide, enfin, je l'ai dit, il y a une lettre, la date exacte, mais une lettre adressée au maire de Saint-Maximin, lui demandant de ne pas adresser de blessés étrangers à l'hôpital. Alors, si c'est tant, il y a tout le problème des maladies infectieuses. Le choléra de 1832 a laissé à juste titre une mauvaise réputation dans la mémoire collective, parce qu'il y a énormément de morts, dont même le Premier ministre. Donc, on prévoyait toujours, il y a eu des épidémies par la suite. Et à Chantilly, je ne sais plus quelle est la date du décret, il fallait prévoir une institution, enfin un local, pour accueillir les contagieux. Effectivement, c'est adressé où? À l'institution qui a dit non. Il dit non, nous, l'hospitalisation des malades, c'est un petit soir. Nous sommes les vieillards. Voilà, terminé. Alors, c'est vrai que cette attitude, il y avait une lettre célèbre, une lettre de Domère Vallon, trouver la lettre de Mervallon. Puisqu'on parle de ce sujet. Là, voilà. Alors, dans sa lettre, il dit il y avait plusieurs projets. Un bâtiment provisoire. Le bâtiment provisoire, le temps qu'on trouve l'emplacement, qu'on construise le bâtiment, qu'on fasse venir le personnel, l'épidémie est passée. Hein, bon. Alors, deuxième affectation dans le lycée d'un local spécial susceptible de recevoir les colériques aux frais de la ville. Là, les malades auraient le précieux secours d'une parfaite organisation médicale, permanente et hospitalière. Cette appellation temporaire que justifierait une épidémie ne rentre pas dans l'ordre de l'institution et c'est pourquoi la ville prendrait en charge l'installation du local affecté au colérique. Donc non seulement il prendrait en charge l'installation à l'intérieur de l'hospice d'un bâtiment pour accueillir les contagieux. Alors, vous me demandez pourquoi. Moi, je pense, c'est mon opinion personnelle, mais que cette attitude peut paraître un peu rigide, inhumaine. Mais si c'était municipalisé comme ministre, on ne veut pas se municipaliser, on ne veut pas se. Quand on voit l'évolution de la médecine, à la fin du XIXe siècle, la radio arrive. La radio, il faut un salle de radio, il faut un appareil, il faut un médecin radiologiste, il faut des manipulateurs. Les travaux de Pasteur, c'est l'évolution sur la microbiologie et la sepsis. Bouleversement culturel de la façon dont on opère les malades. Pour la sepsis,
de cette opération, bien sûr, l'asepsie, stérilisation. Donc les investissements. Et je ne sais pas si j'aurais pu suivre le train quand on voit que certaines maisons ont fermé ou se sont regroupées. Eux sont restés gériatriques, accessoirement les malades. Et exclusivement gériatriques ensuite au XXe siècle, pour le coup. Oui, alors maintenant, uniquement. Que ça. Uniquement. D'accord. Voilà une explication qui bon, mais c'est mon opinion personnelle lorsque j'ai regardé un petit peu dans leurs articles et la façon dont ils réagissent. Nous, on ne veut pas d'étrangers carrément blessés, on ne veut pas de contagieux. Réponse au maire, non, ça ne nous intéresse pas. Très bien. Mais rétrospectivement, se dit qu'il n'aurait peut-être pas pu suivre le train des investissements que nécessitait la création d'un hôpital. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Pallier, et merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Si vous souhaitez, l'exposition est toujours ouverte jusqu'à demain en fin de journée. Et on expose également les documents dont M. Pallier a parlé, liés à l'Hospice Condé, donc les documents qu'on a récupérés grâce aux dépôts qui sont présentés dans la vitrine colonne immédiatement à gauche en sortant, en complément de cette conférence. Merci. Merci à vous.